Je vous remercie à tous d'être là sur le stand de l'INRA. Alors, il se trouve que l'INRA avait pour habitude, au moment du stand de l'agriculture, souvent de faire des rencontres pour les professionnels. D'ailleurs, il y a le colloque sur les pesticides qui se déroule dans un autre hall cet après-midi. Et puis cette année, elle a sollicité le concours de la mission Agrobiosciences, qui est une unité de l'INRA à laquelle j'appartiens, pour organiser des rencontres plus grand public à l'occasion de ce salon de l'agriculture. Avec deux rencontres, une aujourd'hui donc sur les applications, ces produits émergents qu'on utilise pour faire nos courses, et une autre demain qui aura lieu à la même heure sur peut-on manger sain, écologique et durable à un prix convenable. Voilà. Donc je m'appelle Lucie Gillot, pardon, je ne me suis pas présentée, et donc je travaille à la mission Agrobiosciences INRA. Je vais demander aux trois intervenants qui ont accepté cette difficile invitation au sein de l'agriculture de venir nous rejoindre. Donc Pierre Slamiche, Antoine Boujaval et Tristan Fournier. Prenez place où vous le souhaitez, que je vais présenter en temps voulu. Alors, quel est, on va dire, le principe de cette séquence? On est ensemble pour 1h15. On va faire 3/4 d'heure de discussion et puis on laissera le temps pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de revenir sur un phénomène qui est émergent. Peut-être vous avez vu vous-même dans les rayons des supermarchés des personnes se tordre, essayer de scanner un produit, lire l'étiquette pour voir ce qu'elle contenait. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de ces applications. Alors, il y a différents noms, hein. Open Food Facts, donc Pierre Slamiche reviendra dessus. Yuka, qui est assez connu aussi et qui se développe énormément. ScanUp, Qualito. Il y a également des marques distributeurs comme Super U qui lancent leurs propres produits sur ces choses-là. Et ces applications, elles sont à visée nutritionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont là pour guider les consommateurs à faire des choix aguerris sur les questions nutritionnelles des produits, passer au crible, la composition des aliments, alors plutôt industriels, manufacturés, et vous dire en un petit coup de scan, si le produit est bon ou mauvais pour votre santé. Alors pour certains, ça apparaît beaucoup comme un outil de reprise en main des consommateurs de leur alimentation, une manière aussi de s'emparer de ces questions nutritionnelles. Pour d'autres, c'est une manière encore de médicaliser le rapport à l'alimentation. Voilà, ce sont des outils qui aujourd'hui posent question et font débat, ne serait-ce que parce qu'ils se développent excessivement rapidement au sein de la société. Alors sur quelle base de données s'appuient-ils pour donner leur score ou établir leurs critères bons ou mauvais? Quels sont les types d'utilisateurs? Quelles sont les limites peut-être aussi de ces applications? On a décidé d'essayer de poser la question, de l'éclairer aujourd'hui avec trois personnes qui ont des approches très différentes. Donc Pierre Slamiche, qui est le cofondateur d'Open Food Facts. Alors c'est donc une base de données qui est collaborative, animée par une association à but non lucratif, on va le préciser tout de suite. Vous n'êtes pas là, vous, pour faire de l'argent sur ce type de produit, et qui, on va dire, est la base de données qui est utilisée par presque toutes les autres applications pour ensuite établir leur score. Et vous êtes également un peu les pionniers dans le domaine. Antoine Bougeval, donc tout à droite, vous êtes économiste comportemental au sein de l'unité de recherche alimentation et sciences sociales. Donc Alice, c'est une unité de recherche de l'INRA. Et vous vous intéressez notamment à toutes les questions d'information, de biais méthodologiques que peuvent avoir les consommateurs, notamment dans tout ce qui concerne le e-commerce. Et vous avez participé à un groupe de travail au Conseil national de l'alimentation sur ces questions-là. Et tout à ma droite, Tristan Fournier. Donc vous êtes sociologue à l'IRIS EHESS, chargé de recherche CNRS. Vous êtes vraiment un sociologue qui ne se consacre qu'aux questions alimentaires. Voilà, je le dis parce qu'il y a une dizaine d'années, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, c'est une discipline qui existe. Et vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui concerne les changements de pratique, mais aussi le rapport au corps et le lien qu'on peut avoir avec la santé sur ces questions-là. Voilà. Alors, pour bien poser le cadre du débat, on va commencer avec vous, Pierre Slamiche. Votre association, elle a maintenant 5 ou 6 ans, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Open Food Facts parce que c'est quand même un gros boulot. Alors, en fait, Open Food Facts, c'est le Wikipédia de l'alimentation. On a créé ça en fait en 2012. Donc, effectivement, c'est totalement associatif. L'idée, c'est qu'on s'était rendu compte que c'était très compliqué de faire les courses. Quand on était au rayon de céréales pour le petit déjeuner,
et qu'on voulait choisir les bonnes céréales pour ses enfants ou pour soi-même, c'était très compliqué de regarder tous les paquets, de les retourner un à un, et ensuite d'aller lire le tableau nutritionnel que moi personnellement, en tant que consommateur, j'ai jamais compris, et d'aller faire les comparaisons. Donc on s'est dit, il y a ce truc qui est le mobile que maintenant on a tous dans nos poches, et si on créait une base qui soit accessible à tous, dans tous les pays, dans toutes les langues, etc., pour pouvoir faire des choix mieux informés sur son alimentation. Et donc, on a commencé de zéro en 2012, et 6 ans plus tard, on en est à 740 000 produits saisis par des citoyens comme vous, moi, voilà. Et ça, accessible non seulement à titre personnel pour scanner, faire des choses comme ça, mais aussi accessible aux chercheurs, c'est-à-dire qu'on fait de l'open data, c'est-à-dire que toutes nos données sont accessibles et réutilisables par toutes ces applications qui ont suivi Open Food Fact. Donc on a notre propre application pour iPhone et Android. Et puis il y a tout cet écosystème, donc ScanUp, Foodvisor, etc., Yuka, qui ont émergé grâce aux données d'Open Food Fact. Et ce côté aussi scientifique, c'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, le créateur du Nutri-Score, Serge Erkberg, utilise les données d'Open Food Fact pour pouvoir calibrer ses scores, vérifier qu'ils sont bien discriminants, etc. Juste, sauf si ça m'a échappé, quelles données vous collectez précisément dans votre base de données ? Alors, au début, on a collecté ce qui nous paraissait évident en tant que consommateur, c'est-à-dire les ingrédients et puis la nutrition. Donc c'est ça sur quoi on est parti. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petits trucs sur les emballages auxquels on ne faisait pas attention. Au fur et à mesure, on a regardé les emballages, on s'est rendu compte, par exemple, il y a ces petits ovales qu'on voit sur les emballages, que moi, étant enfant, j'avais posé la question à mon père, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ça permet de géolocaliser toutes les usines en Europe. C'est un système, là il y a les élections européennes, c'est un système européen qui permet d'avoir une traçabilité sur les usines de production. Donc c'est quelque chose qu'on déchiffre dans Open Food Fact, et qui permet d'avoir une meilleure idée du déplacement des produits et donc de l'impact carbone. Donc on collecte maintenant à peu près tous les aspects qu'il peut y avoir sur un produit, recyclage, empreinte carbone, etc. Antoine Bougeval, la question des données, j'imagine que ça vous parle. Enfin, c'est en tout cas quelque chose sur lequel vous vous êtes penché. Est-ce qu'il y a d'autres bases de données aujourd'hui qui donnent un aperçu de la qualité des aliments ? Ça fonctionne ? Ouais. Oui, tout à fait. Nous, en tant que chercheurs, on est très sensibles à la question des données, et au sein de l'INRA et notamment de notre unité, on a mis en place un système aussi de collecte de données alimentaires qui s'appelle OCALI, Observatoire de la qualité des aliments, qui a été financé par l'INRA et l'ANSES, qui repose un peu sur le même système que Open Food Facts, à la différence que sont des professionnels donc employés par notre unité qui saisissent les informations sur les aliments. Donc bien évidemment, on ne dispose pas de la même main-d'œuvre bénévole que Open Food Facts, mais on dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée, parce que ce sont aussi des nutritionnistes. Et donc ça nous permet d'avoir un panorama à un temps T sur une catégorie d'aliments, et de pouvoir suivre ces aliments, donc ces catégories d'aliments tous les 3-4 ans en général. Donc c'est une base qui est moins importante que celle d'Open Food Facts, mais on va dire qu'elle est complémentaire dans le sens où elle est très bien renseignée. Par ailleurs, on se sert en nutrition des tables du SQL qui donnent les compositions nutritionnelles de classes d'aliments en moyenne, donc on ne distingue pas par marque ou type de produit, et ça nous permet de travailler en épidémiologie nutritionnelle sur les consommations alimentaires. Si on doit généraliser un peu la problématique des données alimentaires, l'initiative d'Open Food Facts est très très louable. On peut néanmoins regretter que ce soit aux consommateurs de saisir les informations alimentaire et d'entretenir cette base de données, et que ce ne soit pas fait du départ par l'industrie agroalimentaire. Donc ça part du producteur au distributeur. Il serait quand même intéressant d'avoir une base de données chaînée de type blockchain qui permette d'avoir toutes les informations des produits, de la production à la distribution, et sans que ce soit aux consommateurs de saisir ces informations. Après, moi, personnellement, je travaille aussi sur les données de consommation.
Et donc là, dans mes recherches, j'étudie la façon dont les individus consomment et se comportent vis-à-vis de l'alimentation. Et donc les données issues des applications connectées sont aussi très utiles parce que ça nous permet d'objectiver la consommation alimentaire des individus. Alors, Pierre Slamiche, Ocali, pourquoi ne pas vous être appuyé sur les bases de données existantes ? Alors, parce qu'en fait, en 2012, on avait repéré Ocali, effectivement, qui était en ligne. Le problème, c'est qu'il y avait marqué, il y avait un superbe graphe que nous, on avait vu justement sur les céréales pour petit déjeuner dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait un superbe graphe où il y avait en axe X les sucres, je crois, en axe Y les graisses, et il y avait marqué marque A, céréale A, marque A, céréale B, marque B, et avec à côté un grand bandeau, aucun accès n'est prévu pour le grand public. Donc on a essayé de demander, mais c'était fermé à l'époque. Et du coup, on s'est dit, c'est une des premières fonctionnalités qu'on a ajoutées à Open Food Facts, c'est la possibilité de créer en 45 secondes en fait, son graphe personnalisé sur la catégorie alimentaire qui nous intéresse. Et donc on a été obligé de recréer cette donnée, d'autant plus qu'au début, l'industrie agroalimentaire en fait, nous regardait comme des gens curieux. Et du coup, au début, on a dû tout collecter nous-mêmes. Et maintenant que le rapport de force s'est inversé, les producteurs, les industriels commencent à nous envoyer du coup la donnée qui permet d'avoir des mises à jour régulières toutes les nuits, etc. Donc il y a ce rapport de force qui a dû s'inverser avant qu'on puisse avoir des données qui soient vraiment ouvertes. Sachant qu'à l'heure actuelle, l'industrie est en train d'essayer de reprendre la main. Ils sont en train de faire un projet Numalim cofinancé par la puissance publique pour essayer de faire un Open Food Fact privé. Nous, on pense que c'est très important que la donnée reste ouverte, librement accessible et qu'il n'y ait pas besoin d'être membre, adhérent ou quoi que ce soit d'organismes pour pouvoir y accéder. Après, effectivement, mais je pense qu'on y reviendra, la question de ces consommateurs de se saisir encore et toujours de sa propre information, et je pense un point qui méritera d'être débattu. Mais justement, informer le consommateur, c'est un vieux cheval de bataille. Depuis les crises sanitaires, on entend toujours ce vieux leitmotiv, il faut mieux informer les consommateurs de ce qu'ils mangent. Il y a un problème d'étiquetage, c'est pas lisible, soit il y en a pas assez, soit il y en a trop, on n'y comprend plus rien. Vous, quelle est la logique que vous avez suivie quand vous avez créé votre base de données et votre application ? Parce que les applications, d'une application à l'autre, la manière de rendre lisible l'information diffère. Donc, quelle est votre philosophie et comment vous avez ensuite traité cette question de rendre lisible l'information aux consommateurs ? Oui, effectivement, il y a ces scandales sanitaires. Un an après la création d'Open Food Fact, il y a eu l'histoire des lasagnes au bœuf ou au cheval, je ne sais plus trop, au cheval. Ça aurait dû être du bœuf. Et du coup, en fait, nous, très tôt, on s'est basé... En fait, on n'est pas des nutritionnistes. Moi, je n'ai absolument pas une formation de nutritionniste. Et donc, on s'est dit, on ne va pas essayer de jouer aux scientifiques ou quoi que ce soit. On est allé voir, en fait, ce qui existait. Et il y avait un truc qui venait d'être créé, qui était le Nutri-Score. Et tout bêtement, on a demandé au professeur Erkberg, qui est donc le directeur du programme national nutrition santé, c'est lui qui a inventé les 5 fruits et légumes par jour et ce genre de choses, on lui a demandé la formule de son score. Et on l'a tout bêtement réappliqué de manière citoyenne. Donc on n'invente rien, on ne donne pas d'opinion, on fait juste appliquer des travaux de recherche. Donc sur le Nutri-Score, c'est un travail de recherche français. Sur les groupes Nova, c'est un travail de recherche brésilien. Les données sont ouvertes et notre méthodologie est ouverte. La méthodologie, en l'occurrence, c'est celle du professeur Erkberg. Donc on détaille toutes les étapes de calcul et on ne va pas inventer des choses. Alors peut-être préciser le Nutri-Score. Donc il y a une succession de lettres de A jusqu'à E, si mes souvenirs sont bons. Quand vous êtes dans les A, le produit est correct, on va dire. Et plus vous descendez, plus le produit est nécessairement incorrect. Et le Nova, alors c'est autre chose, c'est en fonction du degré de transformation des produits. Voilà, c'est pour les produits ultra transformés. Donc c'est un travail de recherche du professeur Carlos Montero,
de l'Université de Sao Paulo. Donc Nova 1, ça va être les aliments pas transformés, l'huile, les légumes, etc. Et 4, ça va être les aliments ultra transformés, où il va typiquement y avoir des listes d'ingrédients avec des noms qu'on ne comprend pas. C'est un bon marqueur. Hein. Plus la liste d'ingrédients est longue et plus on ne comprend pas les noms, plus on va vers de l'ultra transformé. Donc là, vous affichez les deux systématiquement sur les résultats de vos produits. De vos produits, des produits que vous avez référencés. Oui, parce qu'en fait, contrairement à d'autres applications qui utilisent les données d'Open Food Fact, etc., on a choisi de ne pas amalgamer les différents aspects d'un produit. Typiquement, il va y avoir des produits qui seront bons nutritionnellement, mais ultra transformés. L'inverse. Il y aura aussi des produits, justement, l'autre conférence que vous évoquiez, est-ce qu'on peut manger sain pour la planète et équilibré, etc. Du coup, il peut y avoir des contradictions. C'est-à-dire qu'un produit peut être sain nutritionnellement, mais avoir une empreinte carbone horrible, etc. Donc on choisit de donner les cartes en main au consommateur et de lui permettre de faire le choix selon ses critères à lui ou elle. Donc selon des critères scientifiques, mais aussi de pouvoir pondérer ses choix selon s'il est sensible à un additif ou quoi que ce soit. Voilà, on donne les cartes en main et les choses simplifiées et on laisse le choix final au consommateur. Je vais me tourner vers Tristan Fournier. Informer le consommateur, alors je pense, une démarche qui est excessivement louable et importante. Est-ce qu'elle est à la fois suffisante peut-être pour nous aider à faire les bons choix une fois qu'on est dans les rayonnages? Et est-ce que c'est forcément, si vraiment je veux être très provoque, un gage de réassurance, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit un peu moins stressé quand il s'agit de faire les choix dans notre alimentation? Effectivement, l'idée d'augmenter en fait le stock d'informations nutritionnelles, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif, c'est une vieille stratégie de santé publique. Le problème, c'est que nous, dans nos enquêtes sociologiques, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas tellement, pour plusieurs raisons. Donc l'idée justement de simplement informer le consommateur avec l'idée de le faire initier des changements en termes de nutrition, on voit que ce n'est pas très effectif et ce n'est pas très durable. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'alimentation, elle ne se réduit pas à la nutrition. Donc ça paraît assez évident, mais je crois que c'est important à rappeler. La santé, c'est une des dimensions importantes de l'alimentation, mais pas que. On mange avec des gens, on mange différemment selon notre niveau d'éducation, selon le plaisir qu'on veut avoir. Regardez dans votre quotidien, je pense que vous ne mangez pas la même chose le samedi soir avec vos amis au restaurant que le lundi matin ou le lundi midi avec vos collègues au bureau, etc., etc. Donc la première raison, c'est que évidemment la santé et la nutrition sont importantes, mais il y a plein d'autres dimensions qui expliquent que de temps en temps, même si l'information on l'a, on n'est pas prêt à faire ces choix-là, de manière sciemment. Deuxième raison, c'est que ces informations-là, elles s'adressent principalement à des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces questions-là. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui téléchargent Yuka, les personnes qui connaissent parfaitement les messages du Plan national nutrition santé, c'est des personnes souvent plutôt en haut de l'échelle sociale, bien diplômées et qui sont conscientes, en tout cas qui croient que l'alimentation peut avoir un impact favorable sur l'état de santé futur, sur notre rapport au corps, sur le bien-être, etc. Donc ces personnes-là sont déjà informées. Est-il important de les surinformer au risque de les surresponsabiliser, voire de les culpabiliser, par exemple le samedi soir quand on va au restaurant? Je ne suis pas très sûr. Le point le plus important, c'est aussi que les personnes qui pourraient en avoir besoin, c'est-à-dire où les problèmes de nutrition persistent, parce qu'évidemment il y en a, sont souvent les personnes qui, pour des raisons notamment économiques, culturelles aussi, ne sont pas, n'ont peut-être pas cette temporalité d'imaginer que l'alimentation peut avoir une incidence sur la santé future. Recommander d'utiliser telle ou telle graisse de cuisson, manger X ou Y fruits et légumes par jour, etc. C'est intéressant, mais c'est une problématique du long terme. Et quand on a une famille qui, autour de la table, se demande un peu comment elle va boucler la fin du mois, c'est pas une problématique qui marche, ça marche pas, ça n'a pas de sens. Donc du coup, il faut réfléchir à peut-être d'autres stratégies, on y reviendra peut-être à la fin de la table ronde, mais que simplement d'informer une personne au risque de cette culpabilisation, voire de cette stigmatisation de la personne qui n'arrive pas justement à suivre ces recommandations. Donc je crois que ça vaut le coup de réfléchir à d'autres stratégies. Cela étant, avec ce qu'il y a de différent des messages de santé publique dont on vient de parler, avec ces applications, c'est qu'elles sont très appropriables. C'est-à-dire que les personnes d'elles-mêmes les téléchargent sur leur téléphone portable.
On sait combien ces téléphones portables ont une place importante dans notre intimité, dans notre quotidien. Donc ça a du sens quelque part aussi que ces personnes s'y intéressent. Et peut-être que les critiques que je viens d'émettre comme ça ne sont pas aussi facilement vraies pour des personnes qui ont téléchargé l'application que pour des messages diffusés à la télévision, à la radio, etc. Oui, ça méritera peut-être que les sciences sociales se penchent sur les manières dont sont utilisées ces applications. Antoine Le Bougeval, peut-être une réaction, vous aussi, sur cette question de l'information qui est un peu au cœur de vos démarches de recherche. Oui, tout à fait. Il marche ? Très bien. J'adhère totalement aux propos de Tristan sur cette différenciation entre types de consommateurs, les consommateurs avertis qui ont déjà tendance à se préoccuper de leur santé dans leur alimentation, et des consommateurs qui sont probablement plus sensibles au prix. Et en tant qu'économiste, on sait que la première variable qui oriente le choix alimentaire, c'est le prix, et qui seront aussi probablement plus sensibles aux stratégies marketing des distributeurs qui peuvent avoir une influence très importante sur leurs décisions de consommation. Et la question qui se pose avec, alors pas ces applications d'aide à la décision, mais avec les applications d'achat de denrées alimentaires sur Internet, sujet sur lequel on a travaillé dans notre groupe du CNA l'année dernière, c'est de fournir la bonne information, ou en tout cas toutes les informations comme en magasin au consommateur qui va faire ses courses sur Internet, et le protéger de stratégies marketing éventuellement agressives, pouvant engendrer un cercle délétère en termes de consommation pour la santé pour certains individus. Et une stratégie qu'on pourra discuter éventuellement à la fin de cette table ronde, et de voir si on ne peut pas imposer justement des normes qui permettent plutôt de rentrer dans des cercles vertueux de consommation alimentaire, à l'image du marketing social mis en place par exemple aux États-Unis, et dont le chercheur principal est Richard Thaler, prix Nobel d'économie l'année dernière, qui a mis en place ce type de politique publique, par exemple dans des cantines scolaires, de sorte à ce que les produits les plus sains pour la santé soient les produits les plus facilement accessibles, par exemple dans une cantine. On peut imaginer ce type de stratégie aussi sur les applications d'achat alimentaire sur Internet. Une réaction peut-être, Pierre Slamish, sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que Je suis parfaitement d'accord. En fait, dans un monde parfait, Open Food Pack n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, il y a cette fracture sociale, effectivement, des gens qui sont numérisés, qui sont jeunes, qui sont urbains, etc., avec des gens qui ne voient pas forcément l'intérêt d'installer. C'est pour ça que nous, on milite pour que, par exemple, des choses comme le Nutri-Score soient présentes de manière obligatoire sur les emballages, pour qu'il y ait justement il ne puisse pas y avoir des effets de sélection, etc., sur des publics qui sont plus éloignés de ces problématiques-là. Juste, est-ce que vous savez un peu qui télécharge votre application ? On disait que, l'hypothèse, c'était de dire que c'était les gens les plus informés qui, en général, sont friands de ce genre de choses. Est-ce que vous savez, vous, un peu le profil de vos utilisateurs ou pas du tout ? Au début, c'était des gens, il ne faut pas se le cacher, qui étaient surinvestis, effectivement, comme ça a été dit, dans ces questions de nutrition, de bio, etc. Mais maintenant, c'est vraiment devenu un phénomène de masse. C'est-à-dire que si on prend entre Open Food Fact et Yuka, je crois qu'il y avait un récent sondage qui expliquait que 30% des Français avaient une application de scan sur leur téléphone. Donc c'est pas toute la population, hein. Il y a des publics qui sont encore isolés de ça, mais ça commence à devenir un phénomène assez massif. Alors, autre élément de discussion que j'aurais aimé vous soumettre, donc je vais vous soumettre, c'était cette idée d'une reprise en main des consommateurs de leur alimentation. Vous avez dit quand même tout à l'heure quelque chose qui interpelle, c'est le rapport de force s'est inversé. C'est-à-dire, avant, les industriels vous regardaient un peu de haut quand vous arriviez avec votre application, et maintenant, ils vous fournissent les données. Alors, est-ce que, du coup, on est vraiment en train de voir les consommateurs qui, d'un coup, pèsent très lourd sur la balance, là où ce n'était pas le cas ? Ou est-ce que, c'est encore une forme de miroir aux alouettes ? Est-ce qu'il y a vraiment, pour vous, en tout cas, du point de vue de la sociologie, une reprise en main des consommateurs ? Moi, je suis un peu mitigé sur cet aspect-là parce que c'est effectivement, on se rend compte que les personnes peuvent regarder un produit,
peut-être le comparer avec d'autres et faire des choix éclairés. Donc ça, c'est un peu la promesse de ce type d'application. Pour autant, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est une véritable émancipation? Moi, je suis pas si sûr parce que ce que ça promet aussi, c'est que on peut choisir un produit qui est plus sain, mais dans un périmètre bien cantonné, qui est celui de l'industrie agroalimentaire. C'est l'idée que on va pas vous proposer de regarder comment une boîte de carottes râpées vinaigrette, par exemple, est-ce qu'elle est meilleure que celle-ci ou celle-là, d'accord, on va vous proposer ça. On va pas vous inviter à acheter des carottes crues et à vous les préparer, par exemple. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage dans la mesure où, comme tu le disais, hein, c'est l'idée, ça existe dans un monde qui est imparfait. Donc c'est cette idée aussi que voilà, s'émanciper de quoi en fait à travers ce type d'application. Il y a vraiment une position politique qui est de dire est-ce qu'on va réussir à sortir d'un système qui peut être critiquable hein, pour tout un tas de raisons. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que justement le produire et gérer l'alimentation en dehors des multinationales, ça peut être intéressant. Et je ne crois pas que ce type d'application puisse répondre à ça. Après, pour autant, il me semble que les usages qui sont faits de ce type d'application peuvent être assez intéressants. J'ai quelques exemples qui sont complètement non scientifiques, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas fait d'enquête encore sur le sujet, mais qui sont plutôt des discussions comme ça dans mon quotidien, et des personnes qui m'expliquent comment elles utilisent ce type d'application. Et ce qui est notable, je crois, c'est pas tant qu'elles opèrent des changements véritables, mais plutôt qu'elles en discutent. Et je trouve que c'est assez nouveau et que cette application, elle rentre aussi dans des familles, dans des couples, dans les familles, et elle permet de discuter d'alimentation dans des espaces ou des situations pendant auxquelles on n'en discutait pas. Et je trouve que c'est assez intéressant, pas tellement pour faire encore une fois tout à fait des choix éclairés, mais peut-être pour faire valoir parfois des compromis, voire des bricolages, c'est-à-dire de dire bah, moi je continue d'acheter tel chocolat, même si Yuka me dit que c'est pourri, mais par contre je l'aime bien, ça correspond au prix que je veux y mettre, et par ailleurs je sais comment il faut bien manger, et je ne peux pas avoir une alimentation que optimale au sens de la santé nutritionnelle. Donc je crois que dans les usages qui sont faits de ces applications, c'est peut-être là qu'il faut regarder le côté innovant et peut-être aussi assez intéressant. Juste compléter parce qu'on ne l'a pas reprécisé. Donc, vous êtes vraiment sur une description pure et dure des aliments. Il y a d'autres applications, et c'est quand même souvent le cas, qui, quand vous scannez un produit, vont vous dire soit c'est bon, soit c'est mauvais, soit vont vous en proposer un autre de substitution qui est meilleur. Voilà, donc c'est le principe de Yuka, et c'est sur cette base-là que votre critique... voilà. C'était pour bien repréciser. Antoine, peut-être, si vous voulez aussi réagir, c'est quand même cette question de la reprise en main et puis de la manière d'infléchir les choses. Oui, alors en économie, ce qu'on sait, c'est que certaines politiques publiques de taxation ont un impact, sur la demande, puisque mécaniquement, ils augmentent le prix de certaines denrées par rapport à d'autres, et donc la demande du consommateur va baisser liée à cette augmentation du prix. Et donc on a vu que certaines politiques de taxation, par exemple sur le sucre, dans les boissons sucrées, avaient engendré des modifications de recettes de la part des industriels, justement pour s'adapter à cette baisse de la demande, voire modification de recettes ou de taille de produits, etc., pour adapter leur tarification et retrouver la demande qu'ils avaient perdue. Est-ce que, justement, les applications de type Yuka et l'utilisation récente du Nutri-Score vont engendrer de telles modifications? C'est assez probable, on le souhaite. Probablement, un industriel qui se retrouve avec un Nutri-Score rouge va essayer de modifier à la marge sa recette pour augmenter son Nutri-Score. Donc ça, c'est un premier levier par lequel on peut dire que la mise en place de ce type de système aura un impact. Est-ce que ça va aussi améliorer la consommation globale des individus? Ça, les recherches futures le diront, puisque c'est un système qui a été mis en place assez récemment. L'idée, c'est qu'il y a deux dimensions. La dimension au niveau du produit, où là, en effet, le consommateur va probablement se baser plus sur le Nutri-Score. Et après, il y a aussi une dimension substitution entre produits. Et se pose la question du Nutri-Score, j'ai envie de dire, total du panier de biens alimentaires achetés chaque semaine par un ménage. Et là-dessus, les recherches futures essaieront de voir si on est dans une bonne trajectoire grâce à ce type d'application. On le souhaite, en tout cas.
Oui, peut-être juste pour réagir, il me semble qu'autour de ce problème aussi de renversement des rapports de force, il y a deux manières de regarder. Une première qui est de dire oui, comme les consommateurs font valoir justement des considérations nutritionnelles à travers ces applications, on peut imaginer que les industriels s'adaptent et proposent des produits plus sains. Ça marche bien, c'est sympa. L'autre manière de regarder ce problème, c'est de se dire, à partir de ces considérations-là, les industriels sont capables de digérer la critique et de faire valoir des produits, encore une fois industriels bien sûr, puisque c'est leur métier, mais qui restent justement encore une fois dans ce système agroalimentaire et qui, donc vous voyez le système, quoi, c'est vraiment de pouvoir digérer cette critique et de continuer à proposer des produits en restant dans une société très capitaliste, etc. Donc c'est aussi l'autre manière de voir ce problème. Pierre, j'avais une question pour vous, du coup, parce que ça fait quand même quelques temps que la base de données existe. Est-ce que vous avez vu, vous, des produits évoluer dans un sens qui vous semble correct d'un point de vue nutritionnel, pour du coup répondre d'une certaine manière à ce qui vient d'être dit? Alors effectivement, on garde en fait un historique dans OpenFact de toutes les versions des produits qu'on n'a jamais eu depuis 2012. On a même un projet d'archéologie alimentaire où quand on va dans les forêts, on récupère les boîtes de conserve qui ont été abandonnées par les chasseurs dans les années 80. Mais oui, on garde un historique et on constate une évolution. C'est-à-dire qu'on discute aussi avec les industriels quand on récupère leurs données. C'est-à-dire qu'ils les basculent en données ouvertes, en open data, et ils nous disent on est en train de reformuler parce qu'on va adopter le Nutri-Score, et du coup on veut améliorer nos recettes pour avoir un B ou un C au lieu d'un C ou d'un D. Donc les industriels nous disent, et nous on le constate, dans l'historique des produits, on voit des produits avec un peu moins de sel, c'est pas spectaculaire, mais et aussi sur la question des additifs, typiquement, ils ont retiré à peu près tous le dioxyde de titane, qui était assez controversé. Et du coup, ils s'empressent de nous envoyer leurs données en nous disant mettez-les à jour, on vient juste de le retirer et on veut que nos données soient à jour dans Open Food Fact. Oui, donc c'est quand même important. Il y a quand même, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Et nous, notre espoir, c'est qu'il y ait des meilleurs choix par défaut pour tout le monde. C'est-à-dire que du coup, il y ait plus de demandes pour des produits sains et que les produits moins sains soient progressivement évincés, que les industriels arrivent justement à produire pour le même prix des produits plus sains et que ça devienne le choix par défaut. Vous voulez réagir ou sinon, pour conclure et pour du coup faire la transition pour laisser la parole à la salle, c'est pour vous quels sont, alors Open Food Facts, mais aussi du point de vue de la recherche, les grands chantiers ou les grandes réflexions à mener sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a pour vous soit des pistes de recherche à mettre en place rapidement, soit des actions que vous souhaitez vous mettre en place prochainement avant de laisser la parole aux questions? Pierre, ou je ne sais pas qui veut commencer. Tristan? Merci. Peut-être par rapport à ce que ça me fait penser par rapport à ce que tu disais. Donc l'idée de faire bouger les lignes comme ça, et je ne sais plus comment tu l'as mentionné, mais de permettre aux consommateurs d'avoir de faire un choix parmi des alternatives saines quelque part. Un choix par défaut. C'est un truc d'informaticien, un meilleur choix par défaut. Un meilleur choix par défaut. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que le moyen d'y arriver, je trouve que c'est dommage que ça soit alors moi je dis sur-responsabilisant les gens, plutôt que pourquoi c'est pas un rôle des pouvoirs publics, par exemple, de obliger les industriels à n'utiliser que tant de pourcentage de sel, tant de pourcentage de telle graisse, etc. Je trouve que c'est encore une fois, c'est dommage de passer par une responsabilisation des individus à devoir scanner, enfin faire les courses. Vous faites tous des courses, c'est quand même super chiant d'avoir un téléphone et de scanner chaque produit comme ça. Pourquoi c'est pas le rôle des pouvoirs publics que d'obliger les industriels à fonctionner comme ça? Et auquel cas, on aurait des choix dans un monde idéal, un choix par défaut sain, une alternative saine, qui éviterait toute cette cacophonie nutritionnelle, ce stress, etc. On parlait aussi des stratégies par l'environnement. Donc là, on est typiquement dans une stratégie par l'individu. On invite les individus, comme le PNNS le fait, à manger tant de fruits et légumes par jour, à utiliser telle application. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas sûr que ça marche. Et en plus, c'est assez stressant. Par contre, promouvoir la nutrition à l'école à travers des... Je ne me souviens plus dans quelle remise de prix j'avais vu cette initiative, mais qui était un collège où il y avait
un projet de potager qui avait été fait dans la cour. Et ça devenait un support pédagogique pour toutes les classes. C'est-à-dire qu'en histoire, on apprenait le nom des légumes qui étaient plantés. En mathématiques, on calculait les aires du potager. En anglais, on apprenait à utiliser les termes anglais de chacun des légumes plantés, etc., etc. Et on peut imaginer que ce type d'initiative a un impact assez important et en plus facile parce que ça reste ludique, etc. Voilà, donc je me disais que les stratégies par l'environnement, elles existent, elles sont souvent basées sur les stratégies de lutte anti-tabac, par exemple. On interdit de fumer dans l'espace public et les gens ne fument plus. Peut-être que ça marche plus que de taxer les cigarettes ou que de surinformer les personnes en disant « fumer, c'est mal ». Et peut-être que l'alimentation fonctionne un peu comme ça aussi. Pierre, je ne sais pas qui veut continuer. Bon, je peux continuer là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Donc, encore une fois, c'est assez consensuel comme table ronde. L'idée de trouver une écologie de la consommation alimentaire optimale pour permettre les meilleurs choix des consommateurs, c'est une problématique à laquelle on s'intéresse dans notre unité. La question aussi de la mutation des modes de consommation, à savoir si les individus vont plus consommer via des applications connectées. On peut imaginer que demain, dans un supermarché, il n'y ait plus de produits dans les rayons, qu'on ait juste une tablette et qu'on fasse ses courses. Bon, je ne sais pas, on peut imaginer plein de types de modes de consommation et voir quelle est l'écologie optimale en termes de présentation des informations, du prix pour engendrer des consommations saines. C'est clairement un enjeu de la recherche future. Sachant que l'option de défaut en économie comportementale est quelque chose aussi qui n'est pas un terme, donc c'est pas exactement la même définition qu'en informatique, mais c'est quand même la même idée que de dire que quand il y a une option de base et qu'il faut faire une action pour changer, pour choisir autre chose, le consommateur va tendance à rester sur l'option de défaut et que donc plus cette option de défaut est saine, meilleure sera la consommation quoi qu'il arrive. On ne peut pas demander à tous les individus d'être proactifs pour améliorer leur consommation. Il faut que ce soit le système qui offre le meilleur type de consommation à la base. Pierre, sur peut-être des chantiers que vous voulez mener à Open Food Facts, même si j'imagine que les idées ne manquent pas. Les chantiers ne manquent pas, oui. Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà Open Food Facts est présent dans plus de 150 pays. Donc le Nutri-Score commence à prendre à l'échelle européenne. Donc l'idée, c'est d'accompagner ce mouvement justement global pour plus de transparence alimentaire et aussi aller sur des chantiers. Tout à l'heure, on disait justement l'idée d'avoir une transparence sur toute la chaîne de production. Aujourd'hui, en fait, les informations qui sont sur les emballages qu'on collecte, c'est en fait 5%, c'est la partie émergée de l'iceberg sur toute l'information alimentaire. Donc nous, on adorerait pouvoir aller vers plus de transparence sur ces côtés-là. Merci. La parole est à vous. Si vous avez des questions ou même des remarques, des coups de gueule, voilà, ne vous bridez pas. Je vous apporte un micro. Et présentez-vous par contre, s'il vous plaît. Merci. Anne de Monceau, je travaille à la Chambre d'agriculture nationale, la PCA, sur les circuits courts et les produits fermiers. J'ai une question, je pense que votre dernière remarque, monsieur, allait dans ce sens-là, mais c'était un peu, à quand la qualité aussi multicritère, on parlait un petit peu d'environnement, un peu de répartition sur la chaîne de valeur, à quand ces évolutions-là, et puis quels sont aujourd'hui les freins pour aller vers aussi l'observation de ces autres qualités qui intéressent le consommateur. Merci. Si quelqu'un a une autre question, on va en prendre 2 ou 3. Alors, madame, parce que quand même, un peu de préséance, et puis je viendrai vous redonner le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Danielle Canseil, moi je travaille à l'INRA, mais en microbiologie, donc pas du tout en alimentation. Et là, j'interviens plus en tant que consommatrice. Alors, merci déjà pour toutes les informations que vous nous avez données. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, l'information du consommateur, effectivement, ça ne suffit pas à faire des choix. Moi, maintenant, j'ai arrêté d'acheter du jambon sous plastique, par exemple, parce que je suis incapable de choisir, même avec toutes les informations, parce qu'entre le sans nitrite, le sans antibiotiques, le sans sel, le label ceci, le label
label cela, voilà, ben, moi je ne sais pas choisir. Donc du coup j'ai arrêté. Oui, donc Jean-Louis Perrault, chercheur à l'INRA. Donc sur ces bases de données, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a en un clic un peu la composition des aliments. Par contre, après, où je trouve que ça devient vraiment dangereux, c'est qu'on classe les aliments, ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Il n'y a aucun aliment qui est bon et aucun qui n'est pas bon. S'il y en avait des vraiment pas bons, ils seraient interdits par le corps médical. Et s'il y en avait des excellents, ils seraient prescrits par les pharmaciens et les docteurs. Donc c'est un problème d'utilisation. Alors je sais bien qu'après, il faut revenir à des choses simples, donc le Nutri-Score. Mais quand on regarde par exemple dans Open Food Facts, le Nutri-Score, c'est d'abord une question de sel et d'acides gras saturés. Bon, et vous regardez, l'huile d'olive, elle est aussi pire que l'huile de tournesol, qui est aussi pire que l'huile d'arachide. Ça me pose quand même problème, parce que ça veut dire qu'on n'intègre pas les oméga 3, par exemple. Alors, je ne parle pas du beurre. Et le roquefort, c'est pire que le camembert, parce que c'est un peu plus gras. Bah oui, c'est un peu plus gras, mais ce n'est pas plus dangereux pour autant. Donc, je pense qu'il faut c'est très bien d'avoir la composition des produits et de l'avoir en détail. En tout cas, pour certains consommateurs au moins, c'est beaucoup plus dangereux de derrière mettre une couleur. En tout cas, tant qu'on n'intègre pas dans la couleur toute la connaissance que l'on a aujourd'hui sur les matières premières. Alors, notamment les matières premières. Les produits transformés, c'est un peu différent parce qu'il y a les additifs, il y a tout ça. Là, on sait un peu plus de choses. Mais sur les matières premières, je trouve que c'est un peu dangereux de le raisonner de façon aussi simple que ça parce que, encore dans Open Food Fact, donc le roquefort est très mal noté parce que c'est un fromage très gras. Mais vous faites un steak avec une sauce au roquefort, alors là, par contre, c'est noté B, quoi. Donc voilà, et alors pourtant, c'est bien les mêmes acides gras, c'est bien les mêmes compositions qu'il y a partout. Donc il faut faire attention sur la différence qu'il y a entre l'information sur la composition et l'interprétation qui en est faite par derrière. Merci, on va prendre un premier tour de réponse. Qui veut commencer? Alors, je rappelle, donc, il y a la question des multicritères, l'information ne suffit pas, et puis après, comment on... Voilà, cette difficulté que pose quand même le Nutri-Score, je ne sais pas... Est-ce qu'on peut aller vers une analyse multicritère si je m'abuse. Alors du coup, les questions en fait se répondent un peu. Donc les circuits courts, c'est quelque chose effectivement qu'on regarde. Le souci technique, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de code barre. Donc du coup, il y a une structuration de la filière sur les circuits courts pour arriver à la rendre préhensible par les applications mobiles. Donc on regarde aussi de côté de la computer vision, de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter une botte de poireaux. Après, c'est aussi une structuration de la filière sur les producteurs qui puissent donner plus d'informations. Et sur le multicritère, sur justement le Nutri-Score, la mise en contexte, ça c'est un de nos chantiers. C'est justement arriver à mettre plus de contexte sur le label rouge, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il vaut mieux du sel marin, du sel de terre, etc. Donc essayer de pouvoir synthétiser l'état de la science pour donner un peu plus de contexte. Ça c'est effectivement, nous on veut éviter d'aller dans une réponse de type magique ou un peu binaire où on dit bon, pas bon. On veut donner les cartes en main pour justement que les gens puissent faire des choix éclairés. C'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi bien pour du coup pouvoir compléter le Nutri-Score, pour pouvoir aussi permettre justement ces choix multicritères. Une de ces critiques qu'on peut émettre aussi par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, sur le Nutri-Score, par exemple, c'est que tout simplement la science avance. On le sait tous, mais, ou en tout cas je le rappelle, mais il y a 60-70 ans, on recommandait de manger les bas morceaux les plus gras de bœuf, par exemple, pour les catégories les plus défavorisées, laborieuses, parce que c'était celle qui avait le plus d'énergie. On n'avait aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. En tout cas, on pensait que c'était bon pour la santé. En tout cas, c'était bon pour ces personnes-là. Donc tout ça pour remettre un petit peu dans l'ordre des choses du fait que la nutrition avance. Alors effectivement, on a tout un tas de certitudes aujourd'hui, mais on peut parier quand même que le Nutri-Score sera un petit peu dépassé dans 10, 20, 30, 40 ans, évidemment. Donc ça permet aussi de prendre un petit peu de distance parce que voilà, alors Open Food Facts ne fonctionne pas apparemment par des catégories binaires, oui, non, mauvais, bon, etc. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à se faire avoir, entre guillemets, tout simplement parce que on ne sait pas ce qu'il en est. Après, sur la manière de gérer ces produits-là, peut-être je vais te laisser réagir sur le panier, mais je crois que c'est quand même plus avantageux de réfléchir comme ça, non ? Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la remarque de monsieur. Et je pense qu'une
une approche complémentaire au Nutri-Score qui est utile, encore une fois, au niveau de l'aliment, c'est d'avoir une approche au niveau du panier de consommation moyen sur une semaine et qu'on ait une sorte de Nutri-Score sur ce panier moyen, et donc que, comme au Royaume-Uni a été mis en place ce qu'on appelle le Eat Well Guide, qui est une sorte de régime alimentaire parfait, on est le même type d'outil en France sur lequel baser un Nutri-Score au niveau du panier qui permettent de dire bah voilà, chaque classe de nutriments a été consommée dans des proportions adéquates. Et pour compléter ça, je pense que l'outil numérique est extrêmement utile pour ça, puisque quelqu'un qui ferait ses courses sur Internet pourrait enregistrer son panier d'une semaine sur l'autre. Donc là, on se situe vraiment au niveau du panier et pas de l'aliment. Et pourrait essayer, par itération, semaine après semaine, d'optimiser son panier par rapport à un objectif de régime idéal. Et donc ça, bah, ce serait au distributeur de mettre à disposition du consommateur ce type d'outil qui l'aide justement à synthétiser toutes les informations, parce que si on demande au consommateur de sommer tous les nutriments de tous les aliments qu'il achète dans son panier, alors ok, il peut en scanner un ou deux, mais quand il y en a 70, c'est quand même une autre opération, et l'outil informatique est particulièrement adapté pour faire ce type d'opération à la place du consommateur. Vous avez, vous, quelque chose de ce type-là pour les paniers ? Alors justement, ouais, effectivement, on est en train de faire une petite extension pour les navigateurs Internet. C'est encore en bêta, mais l'idée, c'est que ça permettra de voir un peu les Nova, les Nutri-Score sur son panier de Drive. Donc pour l'instant, on est compatible avec Leclerc, Carrefour et Auchan, je crois. Mais l'idée, c'est que ça soit disponible sur tous les sites e-commerce pour justement pouvoir scanner quand on peut scanner et puis avoir une vue plus globale sur ces achats en ligne. Bien, nous avons le temps pour une deuxième session de questions. J'arrive. Pareil, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Marianne, étudiante AgroParisTech. Du coup, pour reprendre ce que vous disiez, je pense qu'il y a déjà des applications qui proposent ce genre d'options, de panier dans la semaine, avec un récap de tous les produits que vous avez scannés. Enfin bref, et du coup, c'était une question pour vous, Pierre. Du coup, c'était comment voyez-vous votre plateforme dans les prochaines années, surtout avec Numalim qui va arriver, Yuka qui a commencé à proposer sa propre base de données aussi récemment. Du coup, après, il y a aussi d'autres applications du type BuyOrNote qui proposent aussi tout l'aspect éthique. Est-ce que vous comptez aussi l'aborder prochainement voilà. Alors, je l'avais évoqué en filigrane un peu avant. Effectivement, il y a une tentative de reprise en main de la part de plusieurs acteurs. Il y a effectivement l'industrie agroalimentaire avec Numalim, avec notamment l'ANIA à l'intérieur qui s'est par exemple toujours opposé au Nutri-Score. Donc du coup, ils disent faites-nous confiance cette fois-ci, on va créer une base, elle sera supposément accessible à tous. Donc voilà, on loue les efforts pour faire plus de transparence, mais on a peur, on a un certain nombre de craintes assez légitimes sur Numalim. Donc nous, on va essayer d'augmenter encore l'ampleur de la base, laquelle on développe les imports producteurs et aussi des critères que Numalim va pas forcément, sur lesquels Numalim va pas forcément aller. L'avantage d'avoir une base libre, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des choses qui sont pas viables, qui sont pas rentables économiquement, qui sont pas. Et il y a et effectivement, Yuka, tu l'as mentionné, est en train d'essayer de créer une espèce de Wikipédia bis. Ça revient à peu près à tenter de cloner Wikipédia. Donc on leur souhaite bien du courage. Mais voilà, il y a ce danger de refermeture de l'information alimentaire. Maintenant, ça nous paraît acquis à tous que l'information doit être libre, qu'elle doit être accessible, qu'on puisse avoir des choses comme le Nutri-Score, mais c'est absolument pas un acquis et on peut totalement revenir en arrière. Donc nous, on va continuer l'extension internationale d'Open Food Fact, parce que tout le monde doit avoir accès à cette information, quel que soit son pays. L'extension sur des thématiques. BuyOrNote, justement, utilise les données d'Open Food Fact. Donc là, le 5 mars, on annonce l'empreinte carbone sur tous les produits carnés, poissons, etc. Donc on va continuer d'innover. On a annoncé le Nova en août.
Là, on va annoncer l'empreinte carbone et on va continuer de rajouter des choses qui intéressent les consommateurs. Oui, mais non, mais c'était juste pour rebondir sur la remarque de mademoiselle. Scanner n'est pas acheter. Donc, j'en dirai pas plus. Oui, j'ai une question. Donc, Anne Judas, Revue Sésame INRA. J'ai une question qui porte sur la façon dont on peut considérer toute cette somme d'informations comme dangereuse. Il y a eu la semaine dernière un débat sur France Inter, c'était le téléphone sonne. Et l'angle de vue de ce débat était beaucoup allons-nous tous devenir orthorexiques. J'ai trouvé que c'était un peu curieux comme façon d'aborder cette question de l'information du consommateur. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres questions auquel cas on peut éventuellement en prendre plusieurs? Sinon, la parole est... Je vais vous demander de répondre. Tristan, peut-être oui. Sur cette question de l'orthorexie. Ouais. Donc l'orthorexie, peut-être juste un mot, hein, c'est cette obsession d'être sain à travers l'alimentation notamment, de tout contrôler, de tout calculer, les nutriments, etc. Donc ça, là, on est dans un extrême particulier. Hein. C'est un trouble du comportement alimentaire, mais on peut quand même imaginer combien la surinformation des consommateurs peut mener à la surresponsabilisation dont je parlais tout à l'heure, voire une culpabilisation. Donc une des manières de sortir de ça, c'est de laisser aller et de ne pas s'en occuper. Une autre manière, ça serait aussi peut-être de tomber dans cette orthorexie et de tout scanner, tout calculer et d'arriver comme madame à plus manger de jambon parce qu'on ne sait plus lequel choisir. Donc je crois qu'il faut quand même réfléchir à cet effet potentiel que ça peut avoir sur nos manières de manger. Je le redis, hein, la nutrition, bien sûr, c'est une dimension importante et partie prenante de l'acte alimentaire, mais pas seulement. Et en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que mettre un accent trop important sur ces dimensions nutritionnelles ou sanitaires, c'est peut-être grignoter ces autres dimensions qui sont aussi fondamentales dans notre rapport à l'alimentation. La socialité, on ne mange pas tout seul, hein, même si vous regardez comment votre jambon est élaboré. Le fait est que vous allez le manger a priori avec d'autres personnes, et cette dimension-là est extrêmement importante dans nos manières de manger. Le plaisir qu'on va y prendre aussi, les dimensions éthiques ou politiques que vous mentionniez aussi, etc., etc. Donc s'il faut peut-être réfléchir, c'est que cette surinformation qui peut être liée à ce type d'application peut avoir un impact sur quelque part la mise en concurrence entre ces dimensions de l'acte alimentaire. La nutrition, mais aussi la socialité, le plaisir, etc. Oui, alors je ne vais peut-être pas rebondir sur ce point de l'orthorexie, parce que ce qu'a dit Tristan est très complet, mais peut-être sur un autre risque qui n'a donc visiblement pas été évoqué dans le téléphone sonne, qui est le risque de la collecte des données de consommation alimentaire et des données individuelles qu'on n'a pas évoquées jusqu'à présent, qui ne sont pas à proprement parler des données de santé, donc qui ne tombent pas nécessairement sur le coup du RGPD, mais qui néanmoins, on le sait... Juste le RGPD ? C'est les nouvelles règles de protection des données individuelles de santé en France, qui imposent aux gens qui collectent ce type de données d'avertir les personnes et de leur demander un consentement averti et après d'assurer la sécurisation de ces données, bien qu'à terme, elles doivent être accessibles. Tandis que sur des données alimentaires, ce n'est a priori pas nécessairement le cas. Or, on sait que certains régimes alimentaires ont pour conséquence directe des pathologies bien connues, que ce soit des risques cardiovasculaires, des cancers, le diabète, etc. Donc en fait, on peut considérer que c'est quasiment des données de santé. Donc je pense que cette réflexion est importante aussi quand on collecte. Alors, encore une fois, le scan n'est pas de la consommation, mais lorsqu'on achète ses courses sur Internet, un panier complet, ces données-là sont stockées, récupérées par les distributeurs et il faut se poser la question de leur utilisation. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites de vos données, vous, chez Open Food Facts ? Nous, c'est très simple, on n'en collecte pas. C'est-à-dire qu'on est une association. On n'en a rien à faire de vos données personnelles. Donc, du coup, on n'en collecte pas. On n'a pas besoin de s'inscrire à Open Food Facts pour pouvoir utiliser l'application. Donc, on ne sait pas qui vous êtes et on ne collecte pas de données personnelles. Et encore mieux, on va même plus loin.
vous êtes propriétaire de vos données. C'est-à-dire que du coup, il y a un historique de scan dans les applications Open Food Fact. Si vous voulez l'exporter dans un tableur, je ne sais pas, pour en faire des graphiques ou n'importe quoi, vous pouvez exporter les données de l'application Open Food Fact. Donc non seulement on ne collecte pas vos données, mais en plus, vous restez propriétaire, vous pouvez en faire des choses innovantes ou juste suivre votre alimentation. Donc nous, on est effectivement très soucieux de ça, parce qu'on est une association, on n'est pas une start-up, on n'a rien à vendre à personne. Et moi, à titre personnel, ça m'inquiète effectivement ce côté. Maintenant, aujourd'hui, techniquement, on va pouvoir prédire effectivement des risques de maladies, des trucs comme ça. C'est des données qui intéressent probablement beaucoup des acteurs de type assurance, etc., pour individualiser les primes, etc. Donc il ne faudrait pas tomber dans un système un peu de social, de nutrition rating à la chinoise, enfin, où tout ce qu'on mange, etc., devient des preuves qui pourront être retenues contre nous. Donc nous, c'est très important pour nous de ne pas collecter de données personnelles et de s'assurer qu'il y ait la possibilité de s'informer, etc., de manière libre, sans pour autant répandre des données personnelles partout sur le web. Et les autres applications, vous savez si du coup elles stockent ce type de données ou pas? Vous ne savez pas du tout? Je ne peux pas répondre pour les autres applications. La plupart demandent des connexions, etc. Donc, et ils assurent qu'ils ne revendront pas les données personnelles. Donc nous, vu qu'il y a aussi des possibilités de piratage, etc., pour nous, la façon la plus simple, c'est juste de ne pas en collecter, en fait. Mais si vous en stockez, vous en collectez. On n'en collecte pas, on n'en stocke pas en fait. Si on peut récupérer son historique, c'est bien stocké quelque part, c'est sûr. Sur ton téléphone en fait. C'est-à-dire que ça ne quitte pas le téléphone. La seule chose, c'est qu'on a quand les gens appellent Open Food Fact, on a juste ce produit a été scanné. Voilà, on sait le nombre de scans des produits. Mais on ne sait pas qui l'a scanné et on sait juste ce produit est très populaire. Voilà, c'est juste le niveau d'information qu'on a. Merci pour ces éléments de précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une, si vous me la permettez, c'est la question de la fracture numérique, qui n'est pas forcément une question sympa, mais on l'avait évoqué par téléphone. Vous êtes quand même soucieux des personnes qui n'ont pas accès au numérique. Alors, comment vous gérez ça chez Open Food Facts? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous pensez faire quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément accès au numérique? Surtout si vous êtes sur une démarche mondiale, il y a des zones qui ne sont pas encore bien couvertes. Totalement. Alors, il y a plein de choses qu'on fait. Donc, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on milite pour déjà que cette information, on n'ait pas besoin d'avoir un smartphone pour l'utiliser. Que le Nutri-Score, par exemple, soit présent sur les emballages et qu'on n'ait même pas besoin de smartphone ou d'app pour pouvoir s'informer. Déjà, une information claire sur les packaging, sur les emballages, ça serait déjà très bien. Après, on est aussi donc disponible sur Internet, en plus des applications mobiles pour les gens qui ne souhaitent pas avoir de smartphone. Et puis, dans la conception des produits, des applications, on prend le soin d'être disponible pour même les vieux téléphones, dans toutes les langues. On veut abaisser chaque barrière possible. Donc, par exemple, pour les gens qui ont des problèmes de déficience visuelle, l'application permet de vocaliser les produits. C'est un usage auquel on ne pense pas, mais en fait qui est très utile pour certaines personnes. Et voilà, quelle que soit la langue, quel que soit le modèle de téléphone, on veut que l'information alimentaire soit accessible à tous. En plus de ça, on répond toujours positivement aux invitations à participer à des colloques, à des ateliers, etc., pour faire vivre cette information nutritionnelle, pas uniquement dans le web, etc., dans les applications, mais aussi sur le terrain. Merci. Et ultime question à tous les trois, parce que c'est aussi, je pense, une question qui est sous-jacente à l'utilisation des applications. C'est jusqu'où peut-on et doit-on aller dans la transparence en matière d'information sur les produits? Est-ce qu'il faut tout dire, tout montrer? Je sais que vous pensiez également, vous pensez sur la question des modes de production, etc. Est-ce que vous pensez qu'on doit tout dire sur le contenu d'un produit et la manière dont il a été produit? D'un point de vue éthique, il me semble que oui, parce que la transparence, elle est importante. On est quand même en droit d'exiger de pouvoir juger par nous-mêmes. Après, on a plein d'exemples aussi
de changements de pratiques alimentaires qui ont opéré sans que les personnes s'en aperçoivent. C'est par exemple le sel iodé. Il y a tout un tas d'exemples comme ça qui montrent que parfois le changement il est possible, en tout cas il est rendu plus facile parce que c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, arrêter de fumer. C'est-à-dire on est dans un lieu public, on ne fume pas ici parce que justement c'est interdit et on a intégré cette norme-là. On aurait fait ce débat-là il y a 20 ans, peut-être que des gens fumeraient juste là au bord de la porte. En tout cas, ça conduit à un changement assez effectif, durable. Et donc on peut par contre réfléchir à la manière dont on pourrait faire changer les pratiques alimentaires sans en informer non pas les consommateurs, mais plutôt en modifiant la composition nutritionnelle des produits en amont. Donc là, je reviens plutôt au rôle que les pouvoirs publics pourraient avoir pour faire changer les compositions nutritionnelles des produits auprès des industriels pour que nous, consommateurs, ayons juste à choisir ce qui nous intéresse et que ça ne soit pas à nous d'arbitrer ces choix d'un point de vue nutritionnel. Ah oui, tout à fait. Non, je pense qu'en effet, sur le plan éthique, il n'y a aucune raison valable de ne pas exiger cette transparence. Après, il y a la problématique de la surcharge cognitive et du trop-plein d'informations, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Et là, en effet, c'est peut-être au consommateur de pouvoir décider les informations prioritaires dont il a besoin et qu'il utilise pour prendre ses décisions de consommation alimentaire. Et donc ça, ce serait des filtres qu'il pourrait lui-même choisir dans les applications, au-delà des politiques publiques dont Tristan a parlé et qui sont en effet très efficaces. Sur les exemples de cigarettes, on pourrait utiliser le même type d'outils pour la consommation alimentaire. Mais en ce qui concerne les applications, je pense que l'idée, c'est que le consommateur doit avoir toutes les informations dont il pourrait potentiellement avoir besoin et choisir dans ces informations lesquelles il utilise, celles qu'il utilisera en priorité. Pierre, est-ce que vous êtes dans une démarche de pouvoir continuer à agrémenter les données sur votre base de données sur d'autres aspects qui ne soient pas strictement nutritionnels, du coup, dans ce souci de transparence sur les modes de production ? Alors oui, on y travaille. Alors il y a déjà effectivement, c'est parfaitement d'accord avec vous deux, c'est des données qui sont peut-être pas publiques, mais qui sont d'intérêt public. Donc c'est légitime d'avoir accès à ces informations-là. On va effectivement, comme tu l'as dit, vers de la personnalisation. Donc avoir quand même une colonne vertébrale sur la science, mais pouvoir aussi faire des personnalisations en fonction de ses allergies, de ses opinions religieuses, etc. Donc pouvoir avoir justement hiérarchisé aussi l'information tout en ayant justement ce fil général, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans des bulles personnelles où on serait isolé du contexte plus global, c'est aussi un risque. Et on continue effectivement d'obtenir plus d'informations sur plus de sujets, donc sur l'environnement, sur la responsabilité sociale des entreprises, etc. Et puis aussi, un point que tu as touché, effectivement, c'était sur les pouvoirs publics. On essaye de fournir des outils justement pour que les pouvoirs publics puissent se saisir. En fait, ils ont un énorme supermarché sous la main. Ils peuvent voir, si par exemple, il y a quelques semaines à l'Assemblée, on parlait des produits Morito. Est-ce que les produits saveur Morito posent un problème pour les enfants, est-ce qu'ils sont habités? Et très concrètement, dans Open Food Fact, on peut aller chercher en 15 secondes, voir, il y a 300 produits saveur Morito, et il y en a qui sont des bonbons, il y en a qui sont des boissons. Donc c'est vraiment aussi nourrir le débat public sur l'alimentation pour que la pression vienne par le bas, effectivement, des consommateurs, mais qu'il y ait aussi ce rôle législatif pour pouvoir avoir plus de transparence et pouvoir continuer d'avancer, de progresser au niveau alimentaire. Bien. Je vous remercie tous les trois, sauf s'il y a encore des mains qui se lèvent, mais non, je crois que vous avez satisfait la curiosité de tout le monde. Je vous remercie vraiment beaucoup, parce que c'est pas toujours facile vous avez pris du temps pour venir jusqu'ici. Je signale que la séance a été filmée et qu'elle sera mise en ligne sur le site de l'INRA. Donc,
Si vous avez raté un coche, vous pourrez toujours revisionner les débats pour vous rattraper. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de visite sur le Salon de l'Agriculture. Et je le rappelle, s'il y en a qui avaient raté le début, que demain à 14h, il y a un nouveau débat ici même sur la question, du coup, qui va rejoindre un peu le débat d'aujourd'hui. Peut-on manger sain, durable, à un prix convenable? Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée.